Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un beau livre que Franck Ferrand a choisi de nous présenter cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Un beau livre, même un très beau livre, coédité par Swann et par le château de Fontainebleau, un véritable monument d'édition de 600 pages, signé des conservateurs du château avec de somptueuses photos de Marc Walter, et qui s'intitule Fontainebleau, la vraie demeure des rois, la maison des siècles. Vous savez, c'était l'expression de Napoléon. Le directeur de l'ouvrage, directeur du patrimoine et des collections de Fontainebleau, Vincent Droguet, est avec nous dans ce studio. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Louise, qui veut en savoir plus sur l'origine des chemins de grande randonnée. Histoire de prolonger un peu le week-end. Du reste, je vous emmène tout de suite à Fontainebleau, mais un Fontainebleau médiéval, puisque nous allons y revivre la mystérieuse disparition du roi Philippe le Bel, premier roi qui soit né et mort dans ce qui, à l'époque, n'était encore qu'un donjon fortifié. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Voilà 29 années que le roi Philippe règne sur la France, et en cette fin de l'an 1314, on peut dire que les choses se gâtent. Le ciel de Philippe le Bel a tendance à s'obscurcir. C'est Louis-Philippe de Ségur qui, dans son histoire du règne de Philippe IV, écrit, je le cite, « Les malheurs domestiques, les plaintes unanimes du clergé, de la noblesse et du peuple, les confédérations des provinces, le soulèvement des Flamands, les intrigues de l'Angleterre et l'épuisement total du trésor jetèrent Philippe dans une profonde mélancolie. » Tellement profonde cette mélancolie que le roi prend un peu de chant. Il va s'adonner à sa grande passion qui est la chasse. Et le 4 novembre, il est en forêt près de Pont-Saint-Maxence. Il est, semble-t-il, à ce moment-là, seul ou à peu près seul dans les bois, sans escorte, et il fait une chute de cheval. C'est comme ça qu'on sait qu'il est seul, puisque personne n'est capable de dire exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu un malaise? Est-ce qu'un sanglier l'a chargé et qu'il n'a pas été sur le coup en mesure de vraiment riposter? On ne sait pas exactement la raison de l'accident. La blessure occasionnée par la chute du cheval, la chute de cheval plutôt, est une blessure qui a priori comme ça n'aurait pas l'air si grave. Elle n'est pas ouverte, elle n'est pas infectée, mais Philippe le Bel se plaint néanmoins très vite de douleurs violentes à l'estomac. Il est pris de vomissements et tout de suite, il va déclarer avoir très soif. Ça, c'est intéressant pour les médecins modernes, pour les médecins d'aujourd'hui qui essaient de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Pendant 10 jours, je me rappelle l'ouvrage de Jacques de Blauve à ce sujet, qui faisait littéralement, à tant de siècles d'écart, un diagnostic clinique de la maladie de Philippe le Bel. Donc le souverain est soigné à Poissy, à l'infirmerie du couvent des Dominicaines, puis il gagne Essonne, à cheval. N'oubliez pas qu'à l'époque il n'y a pas de voiture, bien entendu. Il peut y avoir des litières quand même pour les personnes malades, mais enfin en l'occurrence le roi a pu être monté à cheval. Il s'alite en arrivant, il ne peut pas se relever, et c'est en litière cette fois qu'on va le transporter jusqu'à Fontainebleau. Donc le roi est exsangue, il paraît habité de sombres pensées. Alors, à quoi pense-t-il? Est-ce qu'il revit dans les songes agités qui ont l'air à ce moment-là de troubler sa maladie? Est-ce qu'il songe notamment à la malédiction des Templiers? C'était très peu de temps auparavant, c'était le 18 mars 1314. Alors là, on est en plein dans Paris, près du palais de l'île de la Cité. Il y a beaucoup de monde sur l'île aux Juifs, qui est une petite île en aval plutôt de l'île de la Cité. Un bûcher a été installé et ce jour-là, 2 hommes descendent d'un chariot tiré par 4 chevaux et sont amenés sous les crachats et les insultes de la foule, comme de tradition, comme de coutume. Ces 2 hommes sont 2 Templiers. L'un s'appelle Geoffroy de Charnay, l'autre, c'est le chef de l'ordre militaire et religieux, c'est Jacques de Molay. Geoffroy de Paris, qui est clerc à la chancellerie du royaume et qui a été témoin de l'événement, nous raconte tout cela. Il nous dit « Le maître qui vit le feu près s'est dépouillé immédiatement sans peur et se mit tout nu en sa chemise. Il ne trembla à aucun moment, bien qu'on le tire, le bouscule, ils l'ont pris pour lier au poteau et lui, souriant et joyeux, se laisse faire, il lui attache les mains. »
Jacques de Molay avait été arrêté bien longtemps avant, hein. C'était lors de la fameuse rafle, si je puis dire, du vendredi 13 octobre 1307. On était donc 7 ans plus tôt. Au petit matin, vous savez, c'était assez extraordinaire puisque ce jour-là, dans l'ensemble du royaume, des officiers se sont présentés aux portes des commanderies et des maisons templières. Ils se sont présentés partout en même temps sans qu'un seul bruit ne filtre. Ça a été une surprise évidemment pour les 140 Templiers qui ont été arrêtés sur ordre du roi. Celui qui mène l'opération, c'est Guillaume de Nogaret, bien entendu. Parmi tous ceux qui sont arrêtés figure bien sûr Jacques de Molay, mais il y en a beaucoup. Alors pourquoi Molay et les Templiers ont-ils été arrêtés par les hommes du roi alors que leur ordre, qui était né en Terre Sainte 2 siècles plus tôt, relevait directement du pape? La réponse n'est pas très simple. Ernest Renan écrira au XIXe siècle « La politique de Philippe le Bel et de ses ministres peut être définie comme une vaste tentative pour exploiter l'Église au profit de la royauté. Au-delà de l'Église, il y a eu la volonté du roi et de son administration de mettre en coupe réglée un certain nombre des puissances, des potentats du royaume. Il faut savoir que Philippe le Bel avait beaucoup emprunté d'argent aux Templiers, qui étaient immensément riches, et cet argent, évidemment, n'avait toujours pas été remboursé. C'est toujours très très mauvais au Moyen-Âge d'être le créditeur, d'être le créancier de la couronne. Vous savez, ça porte malheur d'une certaine manière. De son côté, Philippe le Bel se méfie des Templiers, qu'il a toujours considérés comme hérétiques. Alors on raconte énormément de choses sur les Templiers à l'époque. Le roi a demandé dans un premier temps une enquête ecclésiastique. Il a fallu que le pape Clément V, un pape français, Bertrand de Gaulle, l'ancien archevêque de Bordeaux, que Philippe avait lui-même installé en 1305, il a fallu que le pape accepte le lancement de cette enquête, mais sans attendre le résultat, le roi Philippe a décidé d'arrêter ceux qu'il considère comme des coupables. Le procès des Templiers va donc durer 7 ans. On leur fait avouer absolument tout et n'importe quoi aux pauvres bougres, c'est le cas de le dire, puisqu'on les accuse non seulement de profaner la croix, non seulement d'avoir uriné sur le crucifix, etc., mais on les accuse bien sûr de sorcellerie et de sodomie. 54 Templiers sont brûlés en mai 1310, d'autres sont condamnés à la prison à vie, et Jacques de Molay avoue lui aussi avoir craché sur la croix, etc., au moment de son admission au sein de l'ordre. Sauf qu'il va se rétracter après ce premier aveu sous la torture. Il va essayer de se défendre, mais le procès est beaucoup trop inéquitable. Il n'est pas question vraiment de se défendre. Et après être revenu sur ses aveux et avoir clamé son innocence, alors là, vous connaissez la procédure médiévale, il est déclaré relapse. Ça ne pardonne pas. Si l'on en croit le chroniqueur Geoffroy de Paris, donc, avant de périr sur le bûcher, Jacques de Molay a proféré des paroles terribles. « Seigneur, laissez-moi joindre un peu mes mains et vers Dieu faire oraison, car c'en est le temps et la saison. Je vois ici mon jugement où mourir me convient librement. Dieu sait qui a tort et a péché. Le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Dieu vengera notre mort. » Ce que Maurice Druon, dans un célèbre tome des rois maudits, le premier tome d'ailleurs, a traduit, vous savez, par roi Philippe, pape Clément, etc. Maudit, maudit, vous serez maudit. Ça, c'est un peu romanesque, mais c'est évidemment ce que l'on a tendance à retenir. Si l'on en juge par l'état du pauvre roi Philippe qui vient d'être installé plus mort que vif en sa tour de Fontainebleau, où 46 ans plus tôt il avait vu le jour. Je disais un avertissement en forme de prémonition, car ça a été évidemment terrible ce qui s'est passé à la suite de la
pseudo-malédiction, de la prétendue malédiction de Jacques de Molay. C'est que le pape Clément est passé de vie à trépas. Entre la malédiction, si l'on peut ainsi la nommer, et la mort de Philippe IV, il y a la mort du pape Clément, 1 mois seulement après l'exécution des derniers Templiers. Il meurt le 20 avril 1314, il avait 50 ans, il meurt à Roquemaure, qui aujourd'hui se trouve bien sûr dans le Gard. Il est mort, dit-on, après avoir ingurgité un plat d'émeraude pilée, censé être un remède à sa maladie, une maladie qui le rongeait depuis des années. C'est une sorte de cancer. On ne peut pas s'empêcher, évidemment, de penser que ça fait beaucoup. Le pape qui meurt, le roi qui maintenant est extrêmement malade. De quoi conférer quelques crédits à cette malédiction des Templiers, de quoi donner des sueurs froides au roi de France. Ce qu'il faut vous rappeler, si vous n'avez pas été lecteur ou spectateur des Rois maudits, dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'à l'époque où Jacques de Molay et ses frères périssent sur le bûcher, la cour de France est agitée par un terrible scandale. En effet, les belles-filles du roi, Marguerite de Bourgogne est la jeune femme du prince Louis, qui va devenir le roi Louis X, Blanche de Bourgogne, la jeune femme du prince Charles, le moins qu'on puisse dire est qu'elle prête le flanc à la critique et même à la médisance. Maurice Druon a raconté toute cette histoire. Il dit que c'est Isabelle de France, en vérité, la fille de Philippe, qui était venue dénoncer ses belles-sœurs à l'instigation de Robert d'Artois. Tout ça est très romanesque. Je ne sais pas ce qu'il en a été vraiment dans l'histoire. C'est très difficile à dire. On est là dans les coulisses de l'action. Ce qui est certain, c'est que le roi Philippe a bien fait mener une enquête sur la vie que menaient ses belles-filles en la célèbre tour de Nesle. Vous savez, cette tour de Nesle à laquelle on accrochait la chaîne qui barrait la Seine, qui était donc au bord du fleuve, dans une des tours de l'enceinte de Louis-Philippe. Et l'on sait que Blanche et Marguerite sont coupables d'adultère. On trouve leurs amants, qui sont les frères Gauthier et Philippe d'Aunay, originaires de Normandie. Et l'on sait que la belle-sœur des deux princesses, Jeanne, qui est elle l'épouse du prince Philippe, n'a pas d'amant certes, mais qu'elle a été leur complice. C'est un énorme scandale, cette affaire. S'il y a un doute sur la légitimité des enfants que ces femmes pourraient donner à leur mari, vous imaginez bien que c'est toute la légitimité de la descendance capétienne qui est en jeu, donc la légitimité et l'autorité du futur souverain. Le royaume de France, qui à l'époque est le plus peuplé de la chrétienté, risque d'être ébranlé par ce scandale. Et Philippe IV, qui est un roi réputé sévère et rigide, va montrer qu'on ne le surnomme pas pour rien le roi de fer, puisque, vous savez, c'était l'évêque Bernard Cesset qui disait « Ce n'est ni un homme ni une bête, c'est une statue », disait-il. Eh bien, la statue du roi, si je puis dire, va châtier à la hauteur du scandale, puisque les frères d'Aunay sont condamnés pour crime de lèse-majesté le 19 avril, toujours de cette maudite année 1314. Ils vont être émasculés, écorchés vifs sous les yeux des fautives, qui elles-mêmes sont tondues, jetées au cachot. Marguerite de Bourgogne mourra l'année suivante dans une cellule qui se trouve au sommet du donjon de Château-Gaillard. D'ailleurs, on a pensé qu'elle avait pu être assassinée. Blanche a un peu plus de chance, si je puis dire. Après 7 ans de prison, elle deviendra religieuse. Quant à Jeanne de Bourgogne, la femme de Philippe, elle, après avoir fait pénitence pendant très longtemps, elle va revenir à la cour et elle sera un jour reine de France. Donc, en dépit du châtiment, les 3 fils du roi se retrouvent un peu la risée générale. Or, vous savez que ces 3 fils n'auront que des règnes extrêmement courts et aucune descendance. Louis X, c'est Louis X le Hutin, va avoir un fils posthume, Jean Ier, mais qui ne survit pas. Charles IV, Philippe V d'abord, puis Charles IV vont mourir très peu de temps après avoir régné quelques années seulement et sans descendance. C'est pour ça qu'on va les appeler les rois maudits. Ce sont eux qui marquent la fin de la lignée des Capétiens directs. Vous avouerez quand même que on se demande si ce Jacques de Molay n'a pas véritablement jeté un sort sur ceux qui l'ont fait périr sur le bûcher. Or, ce n'est pas terminé, car on a bien vu que le roi Philippe le Bel vient d'être victime d'un accident, d'une chute de cheval. Il vient d'être transporté au donjon de Fontainebleau et il est, lui aussi, à son tour au plus mal. La mort de Philippe IV le Bel, on en parle jusqu'à 15h sur Europe 1 avec bien sûr un arrêt au château de Fontainebleau. Vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Roi maudit, Templiers, château, nous sommes bel et bien au Moyen-Âge cet après-midi sur Europe 1 à la découverte de la mystérieuse mort de Philippe IV le Bel. Alors on l'a vu, vous nous l'avez dit, Franck Ferrand, il est tombé de cheval et depuis, il est au donjon à Fontainebleau. Oui, c'est ça. Alors nous allons bientôt quitter le Moyen-Âge. Je rassure tous nos auditeurs qui préfèrent l'époque classique ou moderne. Mais là, nous sommes encore dans ce qui, à l'époque, n'est qu'un donjon de forme carrée, avec 2 tours qui défendent la porte et un couvent-hôpital créé par le grand-père de Philippe le Bel, Saint-Louis, et qui est à la charge des moines mathurins. La présence d'une communauté religieuse à proximité d'une résidence royale ne doit pas surprendre, écrit Vincent Droguet dans le beau livre qui nous intéresse aujourd'hui. À Fontainebleau, cependant, l'implantation des Trinitaires dans le proche voisinage du château allait se révéler une donnée d'une importance décisive pour le développement futur de la résidence. À partir du milieu du XIIIe siècle, 2 pôles de bâtiments cohabitèrent, celui de l'habitation du souverain et celui des religieuses. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ça va perdurer d'une certaine manière et ça va décider de la forme générale de ce château de Fontainebleau. Alors, le roi Philippe, vous l'aurez compris, est en très mauvais état. Il est venu à bout des Templiers, mais à quel prix? On a vu mourir le pape Clément V, qui avait été en quelque sorte son complice dans cette affaire involontaire, au demeurant. Dans cette affaire des Templiers, on a vu le discrédit jeté sur sa famille par le biais de ses belles-filles qui se sont mal comportées. Tout va mal en cette fin de règne et encore, je ne vous parle pas des considérations politiques, financières, administratives d'un royaume qui va vraiment très mal. La santé du roi a toujours été solide, ce qui fait que dans un premier temps, les médecins refusent de se décourager trop vite. On va tenter toutes sortes de remèdes. Ce sont les remèdes de l'époque, lait de poule, saignée, vous voyez un peu le genre. Rien n'y fait évidemment. Le roi se plaint toujours de ses fameuses douleurs au ventre. Il a constamment soif. On essaie de lui humecter les lèvres d'eau bénite. Il perd souvent connaissance et de temps en temps, il revient à lui, il dit quelques mots, mais il y a des jours entiers où il ne parle pas du tout. On pense qu'il a une lésion cérébrale. Le 26 novembre, son état s'aggrave, il se confesse. Le 28, il modifie son testament, il fait rajouter un codicille pour faire des donations à des églises, à certains fidèles, etc. Ses plus proches sujets sont à son chevet, bien entendu, dont ses fils. Et à l'aîné, à Louis, à celui qui va devenir le roi Louis X, il dit « Je vous aime sur tous autres, mais que votre vie soit telle que vous soyez digne d'être aimé, ce sont les choses que je vous commande et mande à garder sous la malédiction que père peut donner à son fils. Gouvernez-vous du conseil de mes frères, vos oncles, ainsi vous ne pourrez venir à mal. » On sait qu'en vérité, les conseils des 10 oncles ne seront pas forcément les meilleurs. Louis est en pleurs lorsqu'il entend son père lui donner cette sorte de viatique et de bénédiction. Il promet qu'il respectera les conseils du roi Philippe, qui se meurt désormais et qui passe de vie à trépas le jour même d'une éclipse de soleil. Ça aussi, ça a été remarqué par les contemporains, bien entendu. Le 1er décembre, le corps du roi sera transporté à Paris par la Seine, déposé à terre près de Saint-Bernard. Il est conduit solennellement à Notre-Dame et une messe va être célébrée par l'archevêque de Sens. Et une fois le service terminé, eh bien vous savez que ça va être le fameux grand cortège jusqu'à Saint-Denis. Je revoyais hier à Versailles la sublime exposition Le roi est mort. Et pour une période un peu plus récente, certes, on voit jusqu'à quel délire, jusqu'à quel sommet de décorum, de faste et de protocole pouvaient aller ces grandes obsèques royales. Évidemment, du temps de Philippe IV le Bel, c'était un peu moins développé, mais tout de même, il y avait toute cette... Vous savez, on embaume le corps, il est revêtu de drap d'or, les viscères sont envoyés à une certaine fondation religieuse, etc., etc. Le 3 décembre, en tant que tel, c'est l'inhumation. Le roi est placé à côté de son grand-père, à côté de Saint-Louis, et justement, son cœur et ses entrailles seront déposés à l'église du prieuré de Poissy. On imagine ce roi Philippe IV le Bel définitivement embaumé dans son manteau fourré d'hermine. Il a la tête ceinte d'une couronne d'or. Il tient le sceptre de la main droite. De la main gauche, il tient la main de justice. On peut dire que cette fois, véritablement, il est bien devenu une statue. Bonjour Vincent Droguet. Bonjour. Nous allons avec vous revenir à des périodes beaucoup plus récentes, j'allais dire beaucoup plus civilisées. Il y en a qui ne me pardonneront pas cette expression, mais en tout cas beaucoup plus riantes. Ça, c'est incontestable. Nous allons nous promener dans la belle histoire de Fontainebleau.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire du château de Fontainebleau. Franck Ferrand, vous recevez Vincent Droguet, directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau. Un château où plusieurs rois ont laissé leur empreinte dans la construction et dans l'histoire. Et oui, des rois et des empereurs. C'est peut-être la maison la plus passionnante de France que ce château de Fontainebleau, qui fait l'objet d'un très bel ouvrage. Je ne sais pas combien il fait de kilos, je ne l'ai pas pesé, mais enfin c'est un gros... Entre 4 et 6 kilos, voilà, c'est un gros nouveau-né. Un très gros nouveau-né. Le bébé se porte bien, il est absolument magnifique, avec des photos de Marc Walter que je salue au passage et dont on voit qu'il a pris grand plaisir à photographier le château sous toutes les coutures d'une certaine manière. Travaillé 2 ans effectivement avec la lumière du jour uniquement, et il en a tiré une iconographie complètement revue. Très pure, oui, très pure. Alors, ce château de Fontainebleau, évidemment, n'a pas grand-chose à voir avec le fameux donjon dont je parlais tout à l'heure, où Philippe le Bel était né et où 46 ans plus tard, il est venu mourir, parce que on disait quand même qu'à Fontainebleau, l'air était particulièrement pur. Ce n'est pas un hasard si l'on installait les convalescents ou les femmes enceintes à Fontainebleau à l'époque. Ça a certainement joué un grand rôle dans le développement de cette résidence royale. Charles VII le rappelle dans une lettre, il dit qu'effectivement, pendant sa jeunesse, il a passé du temps à Fontainebleau parce que l'air y est réputé plus pur qu'ailleurs, et c'est une idée qui va durer très très longtemps. Quand il y a des annonces de peste, alors sous le terme de peste on met beaucoup de choses, dans la capitale ou aux alentours de la capitale, on fait venir toute la famille royale, et de préférence d'ailleurs les enfants, à Fontainebleau parce qu'ils sont garantis des miasmes. Alors à Fontainebleau, il y a l'air pur évidemment. Il y a la forêt, ne l'oublions pas, qui va chaque automne et jusqu'à, bien au-delà même de l'Ancien Régime, jusqu'à la fin de la monarchie française, va ramener les souverains à Fontainebleau pour les chasses, bien entendu, pour la chasse notamment au sanglier, qui est particulièrement prisée dans cette forêt de Fontainebleau. Et puis, l'air, la forêt et l'eau, comme le nom même de la résidence l'indique. Absolument. Les 3 données d'une vie plutôt agréable sont là. Un bon air, effectivement, une forêt qui offre à la fois des matériaux de construction pour le château et du combustible pour les cheminées, pour le chauffage, et l'eau, évidemment, qui est là en abondance. Alors notre architecte en chef a tendance à dire que elle est toujours là quand on ne s'y attend pas. Au château, elle surgit un peu partout. Il faut voir que le domaine est littéralement traversé par un affluent de la Seine, le petit rue de Changy. Et certainement, c'est une contrainte, mais c'est aussi un agrément, évidemment, très important d'avoir de l'eau à proximité. On ne va pas s'attarder au Moyen-Âge, parce qu'encore une fois, la véritable histoire de Fontainebleau, et on le voit bien dans le bel ouvrage que vous venez de consacrer au lieu, cette histoire commence avec François Ier essentiellement, mais quand même, il y avait cette double implantation religieuse et royale, et ça a déterminé la suite. C'est tout à fait déterminant, à la fois sur le plan des fonctions et pour ce qui est du plan du château. Alors on a un peu de difficulté à parler de plan du château, parce que quand on voit le château, on a l'impression justement qu'il n'en a pas. Oui. Malgré tout, il répond à une certaine logique, effectivement, avec une implantation d'habitation, comme vous l'avez dit, d'habitation depuis les souverains capétiens, probablement depuis le début du XIIe siècle, peut-être depuis la fin du XIe, et puis à côté une communauté religieuse installée par Saint Louis, extrêmement vénérable évidemment, qui va perdurer jusqu'à la Révolution française, et François Ier va construire des bâtiments qui vont réunir évidemment ces deux pôles. Et le bâtiment qui va réunir ces deux pôles, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la galerie François Ier, qui est une sorte de pont entre ces deux éléments. Ce qui explique effectivement le plan un peu compliqué, un peu complexe de Fontainebleau. Si on prend les 3 grands châteaux français, Chambord n'en parlons pas, c'est une épure d'architecture. Versailles est un château qui s'est construit au fil des siècles, mais qui est assez facile à comprendre. Lorsqu'on en a perçu la logique, tout devient simple. Fontainebleau, il faut des années pour se familiariser avec l'architecture, avec le plan de ce château complexe. C'est vrai. C'est le triomphe du pragmatisme en quelque sorte. Et François Ier, on a l'impression, invente le plan du château au fur et à mesure qu'il vient sur place. C'est donc le principal fondateur en quelque sorte. Absolument. C'est lui François le grand Ier roi de est Fontainebleau. essentiel. On dira ensuite que lorsqu'il venait à Fontainebleau, il disait lui-même qu'il venait chez lui. Donc il y a un investissement tout particulier de François Ier à Fontainebleau, puisqu'il y fera installer ses collections d'art italien, sa bibliothèque, et à la fin de sa vie, certainement, le château de Fontainebleau est la résidence royale la plus, peut-être pas la plus importante, mais en tout cas la plus agréable à vivre. Oui, et l'une des plus brillantes d'Europe, au point qu'en 1539, il y reçoit donc l'empereur Charles, qui a autre chose à faire évidemment, mais qui est sommé d'admirer les merveilles des grands artistes rameutés, si je puis dire, par François Ier, parce qu'il a fait venir beaucoup de grands artistes.
il a fait venir beaucoup de grands artistes. Alors évidemment, Léonard était mort bien avant que François Ier ne s'intéresse à Fontainebleau, mais en revanche, il a accueilli à Fontainebleau Rosso Fiorentino, donc Rosso qui va être l'auteur de la Galerie François Ier, qui est un peintre florentin, comme son surnom plutôt l'indique, qui va être au service du roi de France pendant 10 ans, entre 1530 et 1540, et puis Primatis qui survivra largement à François Ier, avec autour d'eux évidemment des équipes relativement importantes d'artistes qui viennent d'Italie, mais qui peuvent aussi venir des Flandres, qui peuvent aussi venir du Nord. Le grand Cellini est venu aussi à Fontainebleau. Il n'a pas laissé de traces dans l'architecture, lui. Enfin si, d'ailleurs, accessoirement. Pas exactement, mais en tout cas, il a réalisé pour la porte dorée, qui était la grande porte du château, un relief en bronze qui est aujourd'hui conservé au Louvre, qui n'a jamais été mis en place et que Henri II, à la mort de son père, donnera à sa favorite, Diane de Poitiers, qui l'installera à l'entrée du château d'Annay. Le père avait déjà donné à sa propre favorite, à la duchesse d'Étampes, un décor extraordinaire qui aujourd'hui est encore le décor d'un des grands escaliers de Fontainebleau. C'est tout Fontainebleau, je dirais, cet escalier du roi, puisque effectivement, il est installé dans l'ancienne chambre d'Anne de Pisseleu, duchesse d'Étampes, pour laquelle Primatis avait conçu un extraordinaire décor de stuc et de fresques, un décor très sensuel dans sa conception. On est dans la chambre de la maîtresse du souverain, donc on a des femmes nues au canon très allongé qui supportent en quelque sorte le plafond. La fameuse école de Fontainebleau, voilà, c'est une espèce de maniérisme à la française. Un maniérisme très, très particulier, et puis des peintures qui racontent l'histoire amoureuse d'Alexandre le Grand. François Ier s'identifiant évidemment avec Alexandre le Grand. Et c'est dans cet espace, curieusement, que Gabriel, le grand architecte du XVIIIe siècle, décidera d'implanter le nouvel escalier du roi. Donc il y a un lien très émouvant entre l'esthétique du XVIIIe siècle et celle de la Renaissance. Vous parlez de la chasse tout à l'heure, Fontainebleau devient assez vite un peu la maison de vacances des rois de France. On peut dire ça, effectivement. Pratiquement tous les rois de France y viennent pour pratiquer la chasse. François Ier est appelé le père des veneurs, mais Louis XV, Louis XVI seront absolument des passionnés de chasse. En même temps, ce sont des vacances studieuses parce que le roi est toujours suivi par le gouvernement, par les ambassadeurs, par le conseil, et le travail s'y maintient absolument quotidiennement. Il y a deux grandes figures qui émergent dès qu'on parle de Fontainebleau, en tout cas dans l'imaginaire collectif, c'est celles qui viennent tout de suite à l'esprit, celle de Napoléon bien entendu, et nous aurons l'occasion tout à l'heure d'évoquer les adieux, etc. Mais aussi bien sûr François Ier. Il y en a presque un troisième qui devrait être, alors il y en a d'autres, parce qu'on va parler de Louis XIV, Louis XV, etc. Mais il y en a un qui a joué un rôle essentiel et qu'on a presque toujours tendance à oublier, c'est Henri IV. Absolument. Et Henri IV à Fontainebleau me tient à cœur. J'ai réalisé il y a quelques années, pour le 400e anniversaire de la mort d'Henri IV en 2010, une exposition autour d'Henri IV à Fontainebleau. Henri IV s'est beaucoup investi à Fontainebleau. C'est manifestement une maison qu'il aimait, qu'il avait connue quand il était adolescent, quand il était à la cour de sa future belle-mère Catherine de Médicis. Il avait assisté aux fêtes du carnaval de 1564 et il revient en 1594 alors qu'il est roi régnant, et là il va se prendre de passion pour cette maison, faire créer des jardins avec des fontaines pour lesquelles les frères Francini, les ingénieurs hydrauliciens florentins vont travailler, et il va complètement changer l'accès du château et la physionomie véritablement du château. Et on lui doit beaucoup à Fontainebleau. Oui, il est très présent, somme toute, sur toutes sortes de parties de l'architecture auxquelles on ne songerait pas. Il est là, en quelque sorte, il est très présent Henri IV, pour l'architecture, pour le décor, puisqu'on va parler d'une seconde école de Fontainebleau qui se passe sous son règne. Et puis il est présent en effigie aussi. On trouve assez souvent à l'intérieur de Fontainebleau le buste du roi Barbus en effigie équestre, et même des effigies un peu postérieures. Est-ce que le 19e siècle n'y est pas pour quelque chose? Est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu par la suite? Le 19e siècle, il est pour beaucoup, et notamment Louis-Philippe à la recherche de légitimité, qui a beaucoup utilisé comme totem l'image d'Henri IV. Alors bien entendu, je disais que les rois vont venir souvent pour chasser à Fontainebleau. Ils viennent généralement à l'automne. La saison de Fontainebleau, c'est l'automne. Il faut dire que la forêt de Fontainebleau est une absolue merveille à ce moment-là. Elle devient rougeoyante à souhait. C'est splendide. Il faut aller à Fontainebleau fin septembre, début octobre. Je dirais que c'est merveilleux à ce moment-là. C'est le moment notamment. Où les rois venaient, oui, c'est le moment où venaient les rois. C'est la saison royale
royale de Fontainebleau, il s'est passé beaucoup d'événements. Sous le premier règne, dans la jeunesse de Louis XIV, il va y avoir cette espèce d'assassinat invraisemblable en présence de la reine de la reine Christine de Suède, sur lequel on va pas revenir maintenant. Enfin, c'est quand même un des grands événements à Fontainebleau. On va voir s'y développer beaucoup d'événements de cour sous Louis XIV, mais des événements politiques aussi. Je pense à la révocation de l'édit de Nantes, bien entendu, en 1685, qui malheureusement a lieu là, si je puis dire. Et qu'on appelle l'édit de Fontainebleau. Et qu'on appelle d'ailleurs l'édit de Fontainebleau, tout simplement, qui révoque, si l'on veut entrer dans le détail, d'ailleurs, il révoque la grâce d'Alès, pour être tout à fait précis, et non pas l'édit de Nantes. Mais enfin, ça nous entraînerait dans un tout autre débat. Et puis, bien sûr, c'est là que va se marier Louis XV. C'est là que se marie Louis XV en 1725 avec une jeune princesse polonaise, Marie Lesinska. Enfin, quand je dis jeune, en réalité, elle est plus âgée que lui puisque elle a 22 ans et lui a 15 ans. Donc il y a une certaine différence d'âge. Louis XV est venu pour la première fois à Fontainebleau un an auparavant, en 1724, avec sa petite fiancée espagnole, qui elle était trop jeune et qu'on a renvoyée chez son père parce qu'elle ne pouvait pas donner de descendance immédiate à Louis XV. Et donc un an plus tard, il se marie avec Marie Lesinska dans la chapelle de la Trinité, qui a 7 ans de plus que lui. Et là, effectivement, la descendance va être assurée relativement rapidement, même s'il faudra attendre un petit peu. Oui, parce qu'il y a beaucoup de filles dans cette descendance. Avant d'avoir un dauphin, effectivement, on attend quelques années. Pourquoi le mariage a-t-il lieu à Fontainebleau? Parce que c'était la saison, tout simplement, non? Oui, c'est effectivement un peu la saison. Le roi s'installe à Fontainebleau dès la fin du mois d'août. Manifestement, c'est le moment où Louis XV commence à avoir cette passion pour la chasse. C'est ça. Il a une quinzaine d'années. Il a chassé pour la première fois à Chantilly, à Villers-Cotterêts, et il se prend de passion absolue pour la chasse. Donc évidemment, Fontainebleau va devenir une de ses résidences favorites. C'est d'ailleurs cette présence de Louis XV pendant tout son très long règne, parce qu'on oublie toujours que Louis XV a régné pendant plus de 50 ans, hein. C'est un très long règne. C'est cette présence de Louis XV que vous allez évoquer dans une exposition très bientôt, du reste. Alors on ouvre le 2 avril prochain une exposition qui s'intitulera Louis XV à Fontainebleau, la demeure des rois au temps des Lumières, et effectivement qui tentera d'évoquer tout le règne de Louis XV, parce que comme vous le dites, Louis XV vient après Louis XIV, donc on dit toujours Louis XIV c'est le règne le plus long, mais le règne de Louis XV est aussi très long, et effectivement pendant 50 ans, Louis XV va venir presque tous les ans à Fontainebleau pour la saison des chasses, ce qui fait que pratiquement 5 ans de sa vie, si on met bout à bout les différents séjours, vont se dérouler au château. Et il va agrandir considérablement la demeure. Nous y venons avec vous dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Un extrait de Dardanus, la tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau à l'instant sur Europe 1. Nous sommes au château de Fontainebleau avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité. Vous recevez aujourd'hui Vincent Droguet, directeur du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau. Un château où de nombreux rois et empereurs y ont laissé des traces, et notamment Louis XV. Eh oui, Louis XV qui va faire l'objet donc d'une exposition très bientôt, là au printemps prochain, Vincent Droguet. Très bientôt, nous y travaillons d'arrache-pied. J'ai les épreuves du catalogue dans mon cartable. Oui, donc vous êtes en plein dedans. Je suis en plein dedans, oui. Et on se rend compte de l'importance de l'œuvre de Louis XV à Fontainebleau. On entre aujourd'hui à Fontainebleau par l'arrière, si je puis dire, hein, et ce depuis le Premier Empire. Et c'est justement là que sont l'essentiel des bâtiments bâtis sous le règne de Louis XV. Absolument, je dirais que Louis XV est avec Jacques Gabriel, son premier architecte, a été probablement le dernier à avoir une grande vision pour le château. Alors une grande vision, ça veut dire la tentation d'une reconstruction du Fontainebleau de la Renaissance. Et effectivement, on avait commencé à reconstruire la cour du Cheval Blanc. Ce qui fait que si la monarchie avait eu de l'argent, si elle avait été moins impécunieuse qu'elle ne l'a toujours été, on aurait probablement sous les yeux aujourd'hui une cour complètement classique, et on entrerait là où se trouve la grille d'honneur installée par Napoléon, on entrerait par une sorte d'arc de triomphe classique dans la cour du Cheval Blanc. Bon, évidemment, ça n'a jamais été mené à bien. On peut se dire tant mieux d'une certaine manière parce que le château a conservé des bâtiments du règne de François Ier, mais malgré tout, on peut encore voir une aile sur le côté qu'on appelle aile Louis XV. On a bien compris que les messieurs aimaient beaucoup Fontainebleau parce qu'on y chassait. C'est un peu moins le cas des dames. Je sais que Madame de Maintenon disait que le château était impossible. La reine Marie Lesinska n'y résidait un peu qu'à regret,
Français. Vous allez sans doute le montrer dans l'exposition. Les favorites de Louis XV aussi renaclaient. Madame de Pompadour essayait de noyer son ennui dans le théâtre à l'époque. Madame de Pompadour prend une part très très importante à la programmation théâtrale du château. Il faut voir que quand on est à Fontainebleau, la cour est à la campagne malgré tout. Elle ne peut pas on ne peut pas revenir à Paris sur un coup de tête, on est trop loin. Et il faut des activités pour distraire cette cour extrêmement nombreuse. Donc c'est la chasse, c'est le jeu où on triche beaucoup. Voltaire raconte dans une lettre, effectivement. Partout où est la cour, on joue, et on joue beaucoup. Jouer et tricher. La table, évidemment, la table des petits appartements du roi. Et puis, les spectacles. Et les spectacles tiennent une place absolument considérable. On fait venir les plus grands artistes de Paris, c'est-à-dire les plus grands artistes d'Europe, vont venir danser, chanter, jouer. Il faut imaginer Lequin, Marie Salé, Marie Fell, qui a créé le rôle de Colette dans le Devin du village de Rousseau, qui est venu pour la première du Devin du village. Donc, on crée des œuvres qui ensuite vont être redonnées à Paris et quelquefois avec un succès ou un échec un peu différent de ce qui s'est passé à la cour. On ne peut pas dire que lors de cette première du Devin de village, Rousseau se soit montré tout à fait courtisan. D'ailleurs, il a été, semble-t-il, assez mufle et il a fait essuyer à Madame de Pompadour une véritable rebuffade. Il est parti tout de suite sans probablement obtenir la pension qui lui aurait été promise. Oui, c'est assez étonnant ça. Alors, parmi ces femmes qui ne vont pas forcément aimer Fontainebleau, mais qui vont tout faire pour agrémenter la demeure, évidemment, peut-être au premier rang de toutes, vient Marie-Antoinette. Absolument. Marie-Antoinette va y venir très jeune, dès 1770, alors qu'elle est dauphine. Elle aussi va s'intéresser beaucoup au théâtre, beaucoup au spectacle évidemment. Elle va se rendre très populaire par une petite anecdote au cours d'une chasse du roi où un paysan a été blessé par le cerf et elle va descendre de sa voiture, donner de l'argent à l'épouse du paysan et on va imprimer des gravures à partir de ça. Donc le début de la popularité de la dauphine, qui ne durera pas tout au cours du règne de Marie-Antoinette, va commencer à Fontainebleau et elle va faire créer à Fontainebleau des décors exceptionnels. Le décor du boudoir turc, qui date de 1777, que nous avons réouvert il y a peu de temps, remeublé dans son état du Premier Empire. Oui. Et puis un autre boudoir en 1786 qu'on appelle le boudoir d'argent, très célèbre, qui a conservé une partie de son mobilier, notamment le secrétaire et la table à ouvrage en bronze argenté et doré couvert de nacre. La Révolution, évidemment, va passer sur la demeure, comme sur toutes les grandes demeures royales. On ne sait pas quoi faire de Fontainebleau. C'est comme Versailles, c'est trop grand, c'est un peu excentré par rapport à la capitale. Enfin, on ne sait pas trop quoi en faire. Ça va finir par être une école d'artillerie. Et c'est à cette occasion-là qu'on redécouvre Fontainebleau, d'une certaine manière. Absolument. La Révolution n'a pas véritablement eu de tentation de détruire le château, mais on l'a démeublé. On a envoyé les meubles à Paris pour les administrations, ou pour vendre ces meubles. On a même enlevé un certain nombre de fenêtres, de plombs des toits, donc inutile de dire que assez rapidement les bâtiments se sont considérablement dégradés. Il a fallu toute l'énergie de Bonaparte, rapidement devenu Napoléon, pour relever le château et le remeubler complètement. Et ça, c'est la bonne surprise, si je puis dire. Napoléon se prend d'amour pour cette demeure. C'est sa véritable demeure en tant que souverain. À la fois, il adore la forêt. Il dit en arrivant à Fontainebleau, c'est la forêt enchantée du Tasse. Il est pétri de lecture italienne, évidemment. Et en plus, c'est le lieu de la légitimité. Eh oui, on puise là dans l'histoire de France, dans tous les règnes, dans tous les rois, dans tous les souverains qui ont résidé ici. Napoléon va vivre un certain nombre des grands épisodes de son règne à Fontainebleau. On peut pas tout évoquer. Évidemment, on peut dire un mot de son divorce, peut-être, qui a été l'épisode dramatique entre tous. Oui, effectivement, la séparation avec Joséphine, qui a été une séparation difficile, et on prétend qu'à Fontainebleau, il aurait fait murer la porte qui séparait les petits appartements de l'empereur de ceux de l'impératrice. Je pense qu'il a probablement suffi de fermer à clé cette porte sans avoir besoin de la murer. Mais en tout cas, c'était assez signifié que les relations étaient maintenant véritablement coupées. Il va assigner le pape à résidence à Fontainebleau. Ça, c'est un peu moins glorieux, alors, si je puis dire. Là, on rejoint un peu Philippe IV le Bel, n'est-ce pas? Les relations difficiles entre le pouvoir français et puis la papauté. Oui. Mais le pape Pie VII, effectivement, va être en résidence surveillée pendant plus d'un an et demi dans
dans un appartement très somptueux d'ailleurs, tout à fait magnifique, d'où le pape n'a pas voulu sortir parce qu'il s'estimait prisonnier. Il avait d'ailleurs raison de s'estimer prisonnier. Il était clairement en résidence surveillée. Et à cet appartement, on donne encore le nom d'appartement du pape. On est en train de restaurer encore. D'ailleurs, on a presque fini là. D'ailleurs, on restaure tout le temps. Oui. Et effectivement, dans l'appartement du pape, tout particulièrement. Oui. Oui. Ce qui était extraordinaire à Fontainebleau, c'est justement cette suraccumulation, cette juxtaposition de tous les règnes, de tous les styles, de toutes les époques. Alors, le mauvais côté des choses, c'est de dire on n'y comprend rien. Et je sais que c'est difficile de faire visiter le château de Fontainebleau parce que le public s'y perd un peu d'un règne à l'autre et d'un style à l'autre. L'autre version, exactement l'inverse, c'est de dire mais c'est merveilleux. On a sous les yeux une sorte de répertoire complet des arts décoratifs français et du mobilier, car le château est très meublé, il faut le dire. Absolument, on est en train de terminer le récolement de cet ameublement et des objets d'art et on va arriver probablement à 30 000 meubles et objets d'art. Et effectivement, Fontainebleau est un des châteaux les plus meublés d'Europe. On peut y voir des meubles depuis le XVIIe siècle jusqu'au règne de Napoléon III. Je sais que les étrangers en général, et notamment les Russes, les Chinois aiment beaucoup Fontainebleau, peut-être parce que s'y attache cette mémoire impériale. Il faut que les Français y viennent et y reviennent. C'est un endroit... Je n'ai jamais conduit quiconque à Fontainebleau qui n'ait envie ensuite d'y revenir et qui n'en devienne infidèle. Donc voilà, il faut faire connaître cette demeure qui mérite vraiment le voyage. C'est un bonheur. Alors on pourrait continuer dans la liste des souverains. D'ailleurs, on n'a pas dit un mot de Louis-Philippe. Si tout à l'heure on a dit qu'il avait mis quelques bustes d'Henri IV ici et là. Très très important parce que Louis-Philippe a fait de Versailles, comme on le sait, un musée, mais il a traité Fontainebleau comme une maison de famille, voilà. Véritablement comme une demeure, comme une maison de famille. Là encore, ce qui l'intéresse, c'est le lieu de la légitimité. Et c'est là, à Fontainebleau, qu'il va marier son fils aîné, le duc d'Orléans, avec la princesse Hélène de Mecklembourg, dans la salle de bal peinte par Niccolò della Batté et Primatis, restaurée pour la circonstance. Donc c'est une restauration, je dirais presque dans tous les sens du terme. Et puis, l'une des présences encore sensibles à Fontainebleau, c'est celle de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, à travers le petit théâtre, évidemment, il faut en dire un mot. Hein. À travers le théâtre que Napoléon III et Eugénie, effectivement, ont fait créer dans l'aile Louis XV, justement. Tout vient s'emboîter en quelque sorte, puisque la vieille comédie de Louis XV était jugée trop petite, trop vétuste. De toute façon, elle va brûler en 1856. Mais dès 1853-54, Napoléon III avait demandé à Hector Lefuel, l'architecte du Louvre, de créer un nouveau théâtre. Et c'est ce nouveau théâtre que nous avons pu réouvrir il y a peu de temps grâce à un mécénat généreux d'Abu Dhabi. Oui. Et puis, bien sûr, puisqu'on parle de Napoléon III, dire un mot peut-être du musée chinois. C'est pas une bagatelle. Absolument. Évidemment, pour les visiteurs, c'est un étonnement supplémentaire. Les visiteurs vont d'étonnement en étonnement à Fontainebleau, mais de trouver là un musée chinois voulu, décidé, installé par l'impératrice Eugénie et qui conserve plusieurs centaines d'objets, dont certains proviennent du palais d'été de l'empereur de Chine. On pourrait multiplier les accès, si je puis dire, à Fontainebleau. Si vous aviez un conseil à donner à des visiteurs, à quelqu'un qui se dirait tiens, je vais profiter de mon prochain week-end ou du temps disponible que je vais avoir pour aller voir Fontainebleau, par quoi faut-il commencer? Sur quoi faut-il s'attarder d'après vous? Je crois que pour quelqu'un qui ne connaît pas le château, bien entendu, il faut voir les grands appartements. Il faut voir les grands appartements parce qu'on peut voir la galerie François Ier, la salle de bal, qui sont des décors uniques en France et uniques en Europe. Je pense bien entendu qu'il faut aussi aller au rez-de-chaussée voir les petits appartements de l'empereur et de l'impératrice, parce que là on voit vraiment les lieux de vie intime et effectivement de Madame Mère, les lieux de vie intime des souverains. Et puis effectivement il faut aller jeter un œil au musée chinois et au théâtre Napoléon III et ne pas manquer les jardins. Bon, cette saison c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais au printemps il y a des vues absolument merveilleuses dans le parc et les jardins. Pour ceux qui préfèrent voyager et visiter par l'esprit, il y a cet autre monument, donc ce très très beau livre, Fontainebleau, la vraie demeure des rois, sous votre direction, Vincent Droguet, édité par Swann éditeur, en coédition avec le château de Fontainebleau, bien entendu. Merci de nous avoir fait rêver, d'avoir apporté un peu d'apaisement dans ce début de semaine un peu difficile. Et puisque nous parlons de patrimoine et de grand patrimoine, je voudrais vous signaler demain mardi, la soirée culturelle
annuelle de l'association des Amis de Saint-Augustin. C'est que c'est juste à côté de chez moi, ça. Donc évidemment, je parle un peu en voisin. C'est très important, les Amis de Saint-Augustin, parce qu'ils aident beaucoup à la restauration de cette gigantesque, de ce grand témoignage de l'architecture du Second Empire, justement, qui demande des travaux considérables. Alors venez à cette belle soirée où vous pourrez notamment, parce qu'il y a toutes sortes de visites organisées, hein, avec des conservateurs, avec des spécialistes qui vous feront voir les plus belles choses de l'église. Et puis la partie musicale sera assumée par les jeunes chanteurs du Conservatoire à rayonnement régional de Paris. Voilà, ça c'est la soirée des Amis de Saint-Augustin, demain mardi. Et évidemment, c'est à Saint-Augustin, à Paris. Et on se balade dans un instant avec Franck Ferrand qui va vous donner les origines des chemins de grande randonnée. C'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est un retour aux origines pour les sportifs aujourd'hui, puisque c'est Louise qui a l'habitude beaucoup d'aller à la Réunion, donc qui fait beaucoup de randonnées, qui vous pose cette question. Franck, quelle est l'origine des chemins de grande randonnée et des autres parcours référencés? Eh bien, ça vient de Fontainebleau, figurez-vous. Dans les années 1830, un certain Dencourt, Claude-François Dencourt, c'était un vétéran de la Grande Armée, de l'armée napoléonienne, va baliser les sentiers de la forêt de Fontainebleau. Vous savez qu'on y vient beaucoup à l'époque. C'est une destination pour les romantiques. Je pense à Georges Sand, à Musset, etc. Mais le premier guide de randonnée de France est publié à la même période et ça s'appelle 4 promenades dans la forêt de Fontainebleau. Vous verrez que ça tombait pas mal. Vous savez d'où ça vient, randonnée? Ça vient de randon. Tout le monde sait ce que c'est qu'un randon, hein, bien entendu. Un peu plus tard, en 1872, le club vosgien, qui s'inspire des marcheurs de Saxe, met en place un balisage dans le massif des Vosges. Alors, vous savez que le scoutisme va faire beaucoup pour le développement de la randonnée, mais aussi le scoutisme laïque, si je puis dire, avec les éclaireurs de France. C'est en 1934 qu'un ancien scout, il s'appelle Loiseau, Jean Loiseau, fonde les Compagnons Voyageurs. Alors, il va faire des ouvrages de randonnée. Il propose son projet au Touring Club de France. Le premier sentier de grande randonnée sera créé en 1947. Ce sentier, il va d'Orléans à Beaugency, 28 km de marche à pied. Vous savez que c'est Lao Tse qui disait que la marche à pied était le secret du bonheur. Randon, c'est un terme utilisé par les chasseurs et qui désigne la course rapide d'un animal sauvage autour de son terroir.